Donc voilà, là je vais passer donc à la poule F pour finir cette journée. Alors la poule F, il faut noter que les poules E et les poules F étaient considérées comme parmi les plus faibles, hein, et que dans les faits ce ne fut pas vraiment le cas, c'est ce qu'on a vu. Donc là, poule F, on avait l'Argentine, la Bosnie, le Nigeria et la Corée du Sud. Donc pour commencer avec l'Argentine, alors une vraie surprise, mais pas là où je l'attendais, c'est-à-dire que je ne sais vraiment pas comment ce 11 argentin va pouvoir éviter de tomber sur une équipe qui risque de vraiment mettre à jour ses défauts. Des défauts d'ailleurs qu'elle n'a jamais réussi à cacher lors d'aucun de ces 3 derniers matchs. Pour en parler plus en détail, si rien comprenant le match contre la Bosnie. Donc en premier mi-temps, le coach met un 3-5-2. Moi, je ne sais pas d'où sort de ce 3-5-2 parce que je n'ai pas trop suivi l'Argentine, mais tout le monde me disait qu'il jouait en 4-3-3. Donc, je prends un 3-5-2. Campagnaro, Fernandez, Garay, qui était très bon d'ailleurs. Donc, des latéraux ailiers que sont Zabaleta, une valeur sûre de la première ligue, et Rojo, une découverte. Je crois qu'il joue au Portugal ou en Espagne, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Donc, un milieu, Mascherano, Mascherano, Di Maria et Maxi Rodriguez. Maxi Rodriguez étant une surprise à ce poste-là. Et une attaque, Messi, Agüero. Et donc, durant ce premier mi-temps, j'ai rarement vu une équipe argentine aussi mauvaise. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Et même là, déjà, moi, je regardais beaucoup Messi. Messi fait 2 accélérations, il s'arrête, une accélération, il s'arrête, une accélération, il s'arrête. Le jeu est arrêté. Il n'y a aucune continuité. On se sentait vraiment que c'était pas le 11 que voulait mettre, que devait mettre le coach Sabella. Vraiment, ils mettent un but contre son camp, mais sans ce but-là, je pense pas que l'Argentine finisse par gagner ce match. Parce qu'en deuxième temps, la Bosnie rentre mieux dans la rencontre. Mais vraiment, j'étais surpris. Je me demande, mais comment cette équipe d'Argentine va aller jusqu'au bout? Certainement, là, il est clair que sans Messi, elle ne peut pas aller loin. Déjà à l'époque. Et le Messi que je voyais dans ce premier match-là ne me convainquait pas du tout. Je ne le sentais pas vraiment impliqué. Je ne le sentais pas vraiment présent. Je me dis peut-être c'est l'entourage aussi, l'équipe avec laquelle il jouait, les joueurs avec lesquels il jouait. Mais lors de ce premier mi-temps et la majeure part de la deuxième mi-temps, ça a été un mauvais Messi. En deuxième mi-temps de ce match, l'entraîneur est revenu à un classement beaucoup plus logique le concernant. Donc, exit Campagnaro, exit Maxi Rodriguez, qui n'avait rien à faire là, les deux, surtout Maxi Rodriguez. Et donc, on fait rentrer Gago et Higuaín. Tout de suite, on revoit le 4-3 habituel. Cependant, sans vraiment beaucoup plus d'amélioration. Parce que là encore, j'entends qu'on me dit c'est Gago qui est censé être le pourvoyeur de ballon. Je ne vois pas. Je ne vois pas Gago. Je ne le vois pas encore. Gago est un vrai plus dans ce milieu de terrain. Di Maria, qu'on a repositionné au milieu cette année, il a passé une bonne partie de ces 3 matchs à jouer sur un côté. Il a désolé comme pas possible. Bon, peut-être dû au fait que, paradoxalement, comme Neymar et comme Sanchez dans leurs sélections respectives, Messi revenait souvent, redescendait un cran plus bas dans l'axe, pour partir peut-être de plus loin. Donc, de manière générale, c'est lui qui occupait l'axe du milieu de l'attaque. Et donc devant, Agüero et Higuaín. Bon, Agüero est hors de forme, ça c'était à prévoir parce qu'il a vraiment connu une saison tronquée. Mais Higuaín, j'avais cru comprendre que cette année à Naples, il avait quand même fait une bonne saison, mais sur celui Higuaín que j'ai vu, il n'a vraiment l'air de rien. C'est-à-dire que l'Higuaín de 2010 c'était encore meilleur que celui-là. Parce que l'Higuaín de 2010, je me souviens qu'il parvient quand même à mettre le seul triplé de ce mondial-là, du mondial passé. Mais là, je ne le vois pas. Je ne vois pas Higuaín. Agüero, il n'arrive pas à courir, il ne court pas, il ne défend pas. Higuaín se démène, mais techniquement, c'est limité.
Et à défaut d'avoir pris Tevez pour des raisons qui sont personnelles, je n'ai pas compris pourquoi Sabella n'a pas fait rentrer Lavezzi plutôt, n'a pas fait rentrer Palacio, qui est un joueur que je n'aime pas personnellement, pas vraiment, mais qui cette année à l'Inter a vraiment montré plusieurs choses. Bon, il est bon, d'ailleurs il est bon, soyons honnêtes, il est bon. Donc j'aurais vu Palacio à la place de Higuaín ou Lavezzi. Ça n'a pas été le cas. Lors du premier match, donc, l'Argentine le gagne grâce à un exploit individuel de Messi. On se dit là, bon, il semble que sans lui rien ne vaille. Deuxième match, on a ces confirmations. Je n'aurais jamais cru qu'une équipe comme l'Iran puisse bousculer une équipe comme l'Argentine. C'est-à-dire, il y a une aberration à ce niveau-là, en termes de réputation, en termes de tout ce qu'on peut dire. L'Iran a vraiment bousculé cette équipe. Elle aurait pu gagner ce match. Elle s'est procuré 3 occasions de contre nettes en deuxième mi-temps, qui aurait pu être conclu, qui aurait pu avoir une meilleure conclusion. Elle a manqué de chance. Mais vraiment, elle a bousculé cette équipe d'Argentine lors du deuxième match. C'était effarant. C'était effarant. Et là encore, l'Argentine s'en sort grâce à un autre exploit de Messi. C'est à peine vraiment si elle surnage grâce à ce joueur. Et donc là, je veux dire, aujourd'hui, notre troisième match, elle parvient donc à battre le Nigeria en marquant très tôt, encore grâce à Messi. Sauf que derrière le Nigeria, ne se laisse pas faire et réagit. Et bon, en fin de premier mi-temps aussi, pareil, Messi sur un coup franc bien travaillé et rapide remet l'Argentine devant. Début de deuxième mi-temps, encore une fois, le Nigeria égalise. Dans la foulée de cette égalisation, l'Argentine met un troisième but pour ce qui sera le score final. Mais ce que j'ai remarqué dans ce match, c'est que bon, l'Argentine met 3 buts. Elle est un peu mieux que les deux. Elle a joué un peu mieux que lors des deux premiers matchs, mais elle ne dégage toujours pas la sérénité nécessaire à ce poste. C'est vraiment inquiétant. Bon, je me dis que bon, la vérité des poules n'est pas la vérité des matchs éliminatoires. Mais je demande vraiment à voir ce que cette équipe peut faire à partir des huitièmes. Espérons qu'elle joue mieux que ça, qu'elle ne se repose pas seulement sur Messi. C'est dangereux, même si Messi a l'étoffe pour pouvoir porter cette équipe. Je le sens, il peut avoir l'étoffe pour porter cette équipe très loin. Parce que dans l'absolu, il est inarrêtable quand il est lancé, il est inarrêtable. Donc, s'il est dans un grand jour, tous les jours d'ici au 13 juillet, ça peut le faire. Mais au-delà, à part lui, je ne vois personne d'autre qui puisse vraiment assurer un serment d'intérêt. Peut-être Di Maria, et même lui, c'est vraiment dans son match, c'est d'un coup à l'autre. Un coup il est bien, un coup il est moins bien. Bon, peut-être lui aussi il a connu une longue saison. Mais voilà, cette équipe d'Argentine m'a laissé sur la fin. J'ai beaucoup de doutes là concernant. On verra ce que ça donne contre la Suisse. Que moi donc je place la Suisse comme possible vainqueur. Il faudra voir ce que ça donne dans le jeu. Et à ce moment-là, on pourra peut-être tirer un autre bilan sur cette équipe de l'Argentine. Le Nigeria. Le Nigeria, elle déjoue. Cette sélection nigériane, elle déjoue contre l'Iran, à la surprise générale. On a dit tout et n'importe quoi dans ce match-là, moi-même en me disant mais je ne comprends pas comment une équipe championne d'Afrique peut à ce point buter contre les Iraniens. Moses, inefficace. Mikel, inefficace. Et voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est lors du deuxième match, elle montre un peu mieux grâce à la titularisation entre Odem Vinji, qui est vraiment de tous les attaquants le plus technique, le plus intelligent, c'est depuis des années. La puissance de Menike, alors une puissance indéniable. C'est extraordinaire comment cet attaquant bouge ses défenseurs, comment il les fait courir, comment dans le duel il est quasi imbattable. Entre le deuxième match, il domine dans le jeu, mais une fois après avoir mis ce but par Odem Vinji, le Nigeria n'a pas poussé comme la Bosnie. Et même, il aurait même pu ou dû perdre ce match parce que Djeko met un but tout à fait valable. Elle n'a pas poussé comme la Bosnie. Il a eu son but, elle s'est contentée d'attendre, de jouer ralenti. Les Bosniens aussi en face n'ont pas proposé mieux. Ce qui fait que donc elle s'en est tirée à bon compte en gagnant ce match 1-0.
Et dans ce troisième match-là, donc elle perd contre l'Argentine, ce qui était peut-être prévisible. Mais moi, je retiens donc la très bonne performance de Ahmed Moussa. Que ceux qui ont suivi la CAN 2013, ils le connaissent. Hein, il est bon. On l'a vu à la CAN 2013, il avait déjà mis, je crois, 3 buts là-bas au début. C'est un très bon joueur. C'est un bon joueur du CSKA Moscou, qui ne devrait pas y rester d'ailleurs. Donc il tire son épingle du jeu dans ce match et met encore plus à nu les problèmes de la défense argentine. Bon, et le surclassé là plus par Messi que par l'Argentine, le Nigeria, lors de ce troisième match. Mais moi je suis vraiment content de l'avoir sorti. La dernière fois c'était en 98. Bon, par contre, une fois qu'ils sont sortis, ils se sont pris en 5-1 face au Danemark. Et donc là, elle sort, elle va affronter la France. Bon. Et moi, je vous dis tout de suite, moi, je supporterai la France pour ce match-là. Pour rien, hein, pas vraiment parce que bon, j'ai perdu mes deux équipes. Donc là, je me rabats sur la France, voire sur l'Allemagne. Hein. Mais elle aura vraiment sa chance. Quoique là, en comparant les deux effectifs, l'effectif français est quand même beaucoup plus dans cette compétition. Enfin, elle est mieux installée dans cette compétition que l'effectif nigérien, qui a quand même connu des hauts et des bas. Mais il faut voir. Encore une fois, il faut voir. La vérité des huitièmes de finale n'est jamais la vérité des poules. On va voir ce que cette équipe va faire. On va voir si la France maintenant va confirmer ce qu'elle a laissé entrevoir dans ses poules, dans sa poule, face au Nigeria. Et ce sera intéressant. Ce sera intéressant à suivre. Donc en troisième, la Bosnie. Une déception. Déception parce que, bon, une déception. Déçu pour Dzeko, déçu pour Pjanic, déçu pour Ivicevic, pour tous ces joueurs que nous avons vus en Europe pendant des années jouer, bon, et qui enfin ont réussi à se qualifier à une compétition majeure. Mais je crois que pour moi, l'essentiel concernant la Bosnie n'est pas dans le fait de se qualifier ou pas, n'est pas dans le fait d'aller loin ou pas. L'essentiel pour la Bosnie est que ce mondial consacre son existence comme équipe. Parce que nous connaissons tous ici l'histoire de la Bosnie. Ou si nous ne le connaissons pas, nous en avons entendu parler, Sarajevo et tout ce qui s'est passé, les événements des années 90. Son destin rappelle beaucoup celui de la Croatie. C'est une équipe donc jeune, d'une nation jeune, relativement jeune de l'histoire de l'Europe. Et en parcourant un peu le profil de chacun de ces joueurs, excepté Dzeko, quelques-uns comme Dzeko qui ont grandi à Sarajevo, qui ont vécu l'enfer, beaucoup sont des joueurs dont les parents ont quitté très tôt la Bosnie, qui sont allés dans d'autres pays, mais qui, une fois l'âge adulte, une fois qu'ils ont commencé une carrière, qu'ils sont fait remarquer, sont quand même revenus défendre leur pays. Ils sont revenus défendre leur Bosnie. Parce que c'est surtout ça, moi, ce que j'ai noté avec cette équipe, c'est que ce soit Pjanic, qui est un Luxembourgeois, qui aurait dû jouer au Luxembourg, que ce soit le Gol Begovic, qui est un Canadien, que ce soit, je crois, il y a deux défenseurs aussi qui sont des Allemands, il y a Medunjanin qui est hollandais. Ce sont des Bosniens qui sont revenus défendre leur nation, qui sont revenus donner une identité à leur équipe. Et je trouvais ça admirable. Depuis 2-3 ans, la Bosnie se construit doucement. Elle se construit doucement. Là, elle n'a pas une génération encore tout à fait complète. Mais j'ose croire qu'avec les compétitions à venir, elle va vraiment s'installer dans le football européen déjà, avant de pouvoir viser le football mondial. Elle va pouvoir s'installer dans le football européen, tout comme l'a fait la Croatie, après l'éclatement de la Yougoslavie. Et donc moi je vois que pour moi ce mondial leur a vraiment servi, c'est-à-dire c'est la fierté qu'ils peuvent en retirer. Pour surtout comme je dis quelqu'un comme Dzeko, qu'on avait pris en photo un jour et on l'avait montré à l'Oxford City, on avait pris en photo un jour, il était tout jeune, il avait 11 ans, il jonglait un ballon et en arrière-fond on pouvait voir un bâtiment détruit. Et donc on avait fait ce parallèle à une époque dans un magazine. Donc 10 années plus tard, le voilà star à Manchester City. Donc toute cette génération meurtrie, dont les parents sont meurtris, qui ont perdu la famille pour la plupart, on les voit à ce niveau, je crois,
d'un point de vue identitaire, c'est vraiment quelque chose d'admirable. Et petite digression, je crois qu'on pose, j'ai la même ambition pour une équipe comme le Kosovo, qu'on a manqué ici, ouais, le Sénégal n'aurait jamais jugé. Non, moi quand je vois une équipe comme le Kosovo tenter d'exister sur le plan footballistique, tenter d'exister sur le plan international, moi je trouve ça admirable. L'équipe du Kosovo, qu'elle demande au Sénégal de jouer contre le match amical, le Sénégal doit être honoré. Parce que c'est ça en fait, c'est plus au-delà du football, il s'agit surtout d'aider une nation à exister, à pouvoir se donner une identité, à pouvoir se faire partie du monde. Donc déjà en passant par le football, quelles que soient les autres considérations politiques qui entourent le Kosovo encore, ce pays-là, comme la Bosnie, je leur souhaite vraiment le mieux. Je souhaite vraiment de pouvoir mieux se construire, de pouvoir vraiment avoir une base, que beaucoup de joueurs d'origine bosniens et kosovars puissent revenir et essayer de soulever leur pays, parce que c'est ça l'essentiel, quelle que soit la nation à laquelle nous appartenons. Donc moi je dis bon, on reverra une meilleure Bosnie, c'était son premier tournoi, elle a payé pour apprendre et je crois qu'on la reverra meilleure, avec un peu de chance, à l'Euro 2016. Et donc là, pour finir, l'Iran. L'Iran a mes applaudissements. L'Iran a mes applaudissements. Parce que, bon, elle fait un match fade et ennuyeux. C'est peut-être le pire match de tout le mondial 2014 pour le moment. Mais le match qu'elle a fait contre l'Argentine, il est admirable en tout point. Cette équipe se défend, elle se donne les chances d'y croire d'ailleurs, parce que contrairement à ce qu'on a pu dire de manière assez réductrice, elle n'a pas mis un but vulgaire, elle n'a pas attendu l'Argentine dans ses camps tout le temps, elle est sortie sur 2-3 balles de compte et apporté le danger. Elle a joué avec ses armes, qui n'étaient pas fameuses, parce que c'est l'Iran, ils n'ont pas autant de bons joueurs que ça, mais je peux déjà dire qu'elle a pu compter donc sur un gardien qui a vraiment été serein. Et qui a rassuré sa défense. Un latéral gauche du nom de Pouladi, hein, une défense centrale dont je n'ai pas retenu les noms là. Un milieu de terrain que moi je connais de nom, Temourian Nekounam, hein, qui ont été vraiment généreux dans l'effort, qui se sont donnés. Dejaga qu'on connaît de Fulham. Un autre que aussi j'ai découvert qui s'appelle Massoud Chogé. C'est lui qui, je crois, contre l'Argentine, c'est lui qu'on peut voir qui lance, c'est lui qui est à l'origine des 2-3 ballons de compte en deuxième mi-temps. Je crois qu'il efface Mascherano Kago sur un double contact puis il lance. Donc il a vraiment montré un certain fond technique. Et mon dernier coup de cœur de cette équipe, Reza, l'attaquant de pointe, qui ne s'est pas ménagé, qui s'est vraiment donné à fond. Dans la mesure de leur possible, l'Iran est venu et elle a tout fait. Et c'est là où je suis encore là contre le Cameroun. L'Iran a tout fait pour se donner les meilleures chances d'avoir ce qu'elle pouvait avoir, c'est-à-dire 1 ou 2 points, ou voire même une victoire. Il aurait pu y croire. L'Iran y a cru, elle a cru en elle-même, elle a joué avec ses armes. Aussi pauvre soit-elle, elle a joué avec ses armes. Elle ne pouvait que défendre et proposer un 11 solide qui est infranchissable. Elle a capitalisé sur ça. On se bat avec les armes qu'on a. On a beau dire le bus, encore faut-il avoir les moyens de faire du jeu. Si on ne l'a pas, derrière il faut avoir les moyens de défendre. C'est la loi du football. Si on n'attaque pas, on défend. Si on ne défend pas, on attaque. C'est simple. Ou on fait les deux dans le meilleur des cas. Mais une équipe qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le potentiel technique d'attaquer, ne pouvait pas lui demander de faire ça. Je suis désolé. Au contraire, c'est que quand Queiroz a réussi contre l'Argentine pendant 90 minutes et quelques, c'est de faire en sorte qu'elle soit assez disciplinée et assez solidaire pour pouvoir mettre en place un système où les joueurs parviennent à faire déjouer une équipe comme l'Argentine et même aurait pu avoir un deuxième point, ou même les 3 points de la victoire, encore une fois. Ça n'a pas marché parce que bon, il y avait Messi. Mais dans cette poule, elle a mes applaudissements. Elle a mes applaudissements parce que vraiment, elle n'a pas à rougir de sa personne, de sa prestation. Ils peuvent rentrer la tête haute. Ils ont 2 points. Ils ont 1 point. Mais ils peuvent rentrer la tête haute. Ils se sont donnés à fond. Et en matière de football,
au-delà de toute considération, je crois que c'est tout ce qui importe. On gagne, on perd, et bon, gagner avec la manière de préférence, mais sans la manière, ça compte, c'est pas grave. Mais perdre ne se rattrape que si on perd avec la manière. C'est seulement dans ce cas-là que la défaite peut s'apparenter à une victoire. Et donc là, pour moi, l'Iran, donc bravo à elle. Et bon, espérons qu'on la reverra au prochain mondial. Parce que vraiment, voilà, c'est une équipe sympathique. C'était une équipe sympathique à suivre. Sympathique, bon, voilà, j'exagère, hein, mais voilà, vous avez compris. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la poule F. Rendez-vous demain pour les dernières poules G et H. Merci beaucoup, bonne nuit, au revoir.